Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon quand l'histoire bascule. Cuba, la crise des missiles. 2 décembre 1956. Fidel Castro, un ancien avocat en exil, débarque avec 81 guérilleros sur les plages cubaines. Le 14 octobre 1962, un avion espion U-2 américain survole de mystérieuses installations au cœur de l'île de Cuba. 27 octobre 1962, le commandant d'un sous-marin soviétique est sur le point de lancer une torpille nucléaire sur un navire de l'US Navy. Ces 3 événements, intimement liés, sont des moments clés de la crise des missiles de Cuba et ont mené l'humanité au bord d'une 3e guerre mondiale. Cuba. Île des Caraïbes, elle devient en 1492 une colonie espagnole, puis un protectorat américain. Au début du XXe siècle, cet imposant voisin contrôle en réalité le pays. Une succession de dictateurs obtiennent l'appui politique et militaire des Américains en échange d'avantages commerciaux. À la suite du coup d'État de 1952, le colonel Batista devient le chef de l'État cubain. Après avoir quintuplé son salaire, il suspend la Constitution, rétablit la peine de mort et interdit le droit de grève. Sur l'île, seule la corruption augmente plus vite que la pauvreté. Proche des milieux mafieux, Batista accueille jeux, prostitution, blanchiment d'argent et trafic de drogue. Les États-Unis laissent faire. Leur relation commerciale avec l'île compte plus que les droits des Cubains. Mais la pauvreté et la misère sont le terreau de la contestation. Le 2 décembre 1956, Fidel Castro, un ancien avocat en exil devenu guérillero, débarque avec 81 partisans. Rapidement, la rébellion grossit. Elle se transforme en guerre civile. Début 1959, le dictateur Batista s'enfuit. Castro, à la tête de la révolution, peut mettre en place son programme politique. Promotion de l'éducation et de la santé, égalité homme-femme, droit de vote, mais surtout nationalisation des entreprises américaines qui deviennent cubaines. Le gouvernement américain voit rouge. Pour eux, Castro est un communiste, donc un ennemi. Les relations entre les deux pays se dégradent rapidement. En octobre 1960, les États-Unis imposent un embargo commercial, puis coupent toute relation diplomatique. Fin des produits américains, chute des exportations de sucre. Cuba est asphyxiée, démunie, isolée. L'île vient de perdre son principal partenaire commercial et ne sait pas vers qui se tourner. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Quelle est la différence entre un embargo et un blocus ? Un embargo est une sanction économique prise par un pays contre un autre. Il consiste à cesser tout échange commercial avec un État pour le placer en situation de pénurie et le forcer à négocier. Un blocus est un acte de guerre. Il consiste à empêcher par la force les échanges entre un pays et le reste du monde. Maritime, terrestre ou aérien, il s'apparente à un siège. Personne ne peut ni rentrer ni sortir du pays. En 1977, l'embargo de l'ONU sur les ventes d'armes à l'Afrique du Sud a contribué à la remise en cause du régime de l'apartheid. En 1990, l'embargo de l'ONU sur l'Irak a ruiné le pays et a provoqué de graves conséquences sur la santé des populations. En 1960, un embargo est officiellement imposé à Cuba par les États-Unis. Dans les faits, c'est un blocus. Privée de son principal partenaire, l'île se retrouve isolée.
Face aux pénuries, les populations peuvent se radicaliser. La situation devient alors pire qu'à l'origine. « 1960, port de La Havane. Après avoir traversé l'océan Atlantique, des milliers de barils de pétrole sont déchargés d'imposants bateaux cargo. Importé du RSS, le pétrole soviétique permet à Cuba de tenir le coup. Pour Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'Union soviétique, c'est l'occasion de porter un coup à son adversaire américain. Depuis 15 ans, les deux superpuissances se livrent une guerre non officielle, la guerre froide. En 1945, les deux États étaient pourtant alliés. Ensemble, ils ont vaincu Hitler. Mais cette entente est fragile. Les États-Unis sont alors une superpuissance économique et militaire. L'Union soviétique aspire à le devenir. Rapidement, une incompréhension apparaît entre les anciens alliés. Les deux puissances reposent sur des idéologies et des systèmes économiques opposés et incompatibles. Chacune essaie d'attirer à soi d'autres pays qui finissent par se rallier de gré ou de force. Capitalistes contre communistes. Bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est. Le monde est divisé. Un rideau de fer tombe sur l'Europe. En 1949, la tension monte d'un cran avec la création de l'OTAN. Les armées de l'Europe de l'Ouest s'allient avec celles des États-Unis. En août de la même année, les Soviétiques mettent au point leur première bombe nucléaire, rattrapant leur retard sur les Américains. Tout au long des décennies qui suivent, les deux superpuissances nucléaires ne s'affrontent jamais directement. Le conflit se mènera en sous-main par pays interposés. Guerre de Corée, mur de Berlin, guerre du Vietnam. En 1962, l'Union soviétique saisit l'occasion. Cuba, située à moins de 150 km des côtes américaines, est une position stratégique pour les nouveaux missiles nucléaires. Un nouveau champ de bataille inespéré. La victoire passe par une puissance de feu supérieure. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains mettent au point la première bombe nucléaire. En 1957, les Soviétiques satellisent Sputnik à l'aide de la fusée spatiale la plus puissante jamais conçue. Ces deux avancées technologiques sont les deux piliers d'une des armes les plus destructrices jamais inventées, le missile balistique nucléaire. Cette arme a été conçue pour porter le feu nucléaire à l'autre bout du monde. Les plus grands missiles atteignent 32 mètres de haut, comme le R-36 soviétique. Autonomes, ils peuvent parcourir jusqu'à 11 000 km et frapper une cible à l'autre bout du globe avec une précision de 700 mètres. Il en existe de nombreuses variantes. Certains sont lancés depuis d'immenses silos terrestres disséminés à travers le pays. D'autres sont placés sur transporteurs mobiles. Les derniers, invisibles jusqu'au dernier moment, sont tirés depuis des sous-marins infiltrés jusqu'aux côtes mêmes de l'ennemi. L'objectif est l'anéantissement total de l'adversaire. En cas de conflit avec un autre pays disposant des mêmes armes, la seule certitude est qu'il vaut mieux être le premier à tirer. 17 avril 1961. 1400 Cubains anti-Castro, entraînés et équipés par la CIA, débarquent à Cuba dans la baie des Cochons. Soutenue par les États-Unis, cette invasion militaire a pour objectif de renverser le gouvernement cubain. C'est un désastre. Pour les États-Unis, c'est une humiliation. Depuis des années, la CIA essaie en vain de déstabiliser le régime. Bombardements, sabotage, terrorisme, propagande, embargo. Rien n'y fait. À l'inverse, chaque attaque rapproche un peu plus Cuba de l'Union soviétique.
Pourtant, Fidel Castro n'est pas communiste. À plusieurs reprises, il tente même de renouer avec les États-Unis. Tout ce que le leader cubain demande, c'est le droit de décider de sa propre politique. Mais l'attitude agressive américaine pousse Castro dans les bras de l'Union soviétique. Le point de non-retour est en passe d'être franchi. Fin 1961, les États-Unis lancent l'installation de 15 missiles balistiques de classe Jupiter en Turquie, tournés vers l'Union soviétique. Ils menacent directement Moscou. En mai 1962, en réponse, Castro et Khrouchtchev décident d'installer des missiles sur l'île de Cuba pour la défendre contre une éventuelle invasion américaine. Castro passe à l'Est. Début juillet, Khrouchtchev donne son feu vert pour l'opération Anadyr. 50 000 soldats, 36 missiles nucléaires à longue portée, 40 chasseurs MiG, des batteries anti-aériennes, des bombardiers, des tanks et 4 sous-marins. Le tout est transporté par 86 navires. L'Union soviétique montre ses muscles. Hautement stratégique, cette opération est placée sous secret défense. Durant les premières semaines, les États-Unis ne se rendent compte de rien. Le 8 septembre, les premiers missiles atteignent Cuba. Rapidement, le premier site de tir est établi. Le 28, un avion de reconnaissance de l'US Air Force repère un navire de transport. Sur le pont du cargo, il photographie des pièces d'avion qui semblent être celles de bombardiers. Les États-Unis sont alors persuadés que les Soviétiques acheminent à grands frais des armes nucléaires. Mais pour l'instant, ils ne peuvent rien prouver. Qui veut la paix prépare la guerre. Depuis les terribles bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, aucun pays n'a plus jamais osé se servir de bombes nucléaires. Une arme inutile? Pas vraiment. L'objectif n'est pas de s'en servir, mais de menacer de s'en servir. C'est le principe de la dissuasion. La dissuasion nucléaire se sert de la terreur. Plus un pays possède d'armes nucléaires, plus il impose la peur et donc le respect à ses voisins. Les États-Unis ont possédé jusqu'à 33 000 têtes nucléaires, l'Union soviétique 41 000. Quand on sait qu'une seule de ces armes peut rayer de la carte une ville comme Londres, on y réfléchit à 2 fois avant de se lancer dans un conflit. Le problème de cette stratégie est qu'elle repose entièrement sur les décisions des dirigeants. Comment interpréter un avion qui s'est égaré de sa route et qui pénètre dans notre espace aérien? Comment réagir à un accident que l'on considère comme une attaque? En pleine guerre froide, durant laquelle les provocations sont quotidiennes, cette doctrine peut plonger les adversaires dans une véritable impasse. Se menaçant mutuellement d'attaques nucléaires, ne pouvant ni passer à l'action ni reculer, la situation peut devenir explosive. « 16 octobre 1962, 8h45, Washington. Le président américain Kennedy est face à une situation sans précédent. Ses experts de reconnaissance aérienne sont formels. Les Soviétiques installent des rampes de lancement de missiles Air-12 à Cuba. Miami est directement menacé. Selon les spécialistes, les missiles seraient opérationnels sous 10 jours. Immédiatement, sous prétexte d'un exercice militaire à grande échelle, l'US Navy se déploie au large de Cuba. Le niveau d'alerte de la défense stratégique est au niveau 3 sur une échelle de 5. Le niveau 1, ou DEFCON 1, signifie que le pays est en guerre. Officiellement, l'URSS affirme qu'aucun missile nucléaire n'est installé à Cuba. Pourtant, dans les jours qui suivent, des avions de reconnaissance U-2 photographient d'autres sites de lancement et ils semblent opérationnels. Au-dessus du pôle Nord, les flottes de bombardiers stratégiques B-52 effectuent des patrouilles en continu. Dotés d'armes nucléaires, ils sont prêts à bombarder l'Union soviétique à tout instant. À 18h, Khrouchtchev est prévenu. Si les missiles ne sont pas retirés, les États-Unis répliqueront.
19h, Kennedy s'adresse à la nation. Il annonce que les États-Unis ne resteront pas sans rien faire et qu'il place Cuba en quarantaine. Le 23 octobre, l'armée cubaine est sur le pied de guerre. En Europe, les forces armées soviétiques sont en état d'alerte. À 18h51, Kennedy informe Khrouchtchev. Il faut que les deux camps fassent des efforts pour éviter que tout incident n'éclate. 24 octobre, un blocus naval américain de 800 km est en place et effectif au large de Cuba. Officiellement, il ne s'agit toujours que d'une quarantaine. Les premiers cargos soviétiques arrivent sur zone. Face à l'imposante flotte américaine, ils ralentissent ou stoppent leurs machines. Ceux transportant les derniers missiles nucléaires reçoivent l'ordre de faire demi-tour. La tension est extrême. Le moindre dérapage peut mettre le feu aux poudres. Sous l'eau, invisibles, les sous-marins soviétiques défient les navires de guerre américains. Khrouchtchev écrit à Kennedy « Le blocus est une agression. Il va l'ignorer et continuer. » 22 heures, les États-Unis se préparent à une guerre imminente. Le niveau d'alerte de la défense passe de DEFCON 3 à DEFCON 2. Dans leur silo, 145 missiles nucléaires sont préparés à être lancés en moins de 30 minutes. La Chine affirme son soutien à l'URSS. Le monde est au bord d'une guerre entre deux superpuissances nucléaires. Le 26 octobre, Khrouchtchev propose un compromis. Il est prêt à renoncer à défendre Cuba si les États-Unis promettent de ne jamais envahir l'île. Le même jour, sans avoir connaissance de cette proposition, Robert Kennedy, le frère du président, propose le retrait des missiles américains de Turquie en échange du démantèlement des installations soviétiques à Cuba. Au bord de l'abîme, une solution diplomatique se dessine. Si Kennedy saisit l'opportunité, la crise peut être encore désamorcée. Mais le 27 octobre, un avion espion U-2 est abattu au-dessus de Cuba. Khrouchtchev ordonne immédiatement au commandant soviétique de ne plus tirer. Kennedy garde son sang-froid et calme son état-major. Plus grave, au cœur du blocus, le sous-marin B-59 vient d'être détecté. Il est poursuivi par 11 destroyers et un porte-avions de l'US Navy. Les Américains lancent des grenades sous-marines d'entraînement pour le contraindre à faire surface. Ces grenades sont inoffensives, mais ça, le commandant soviétique l'ignore. Sans nouvelles de Moscou depuis 24 heures, ses officiers hésitent et ne sont pas d'accord. La guerre a-t-elle éclaté? Selon la procédure, en cas d'attaque, ils doivent riposter avec une torpille spéciale. Une torpille nucléaire. L'arme est chargée dans le tube lance-torpille. L'équipage est prêt à faire feu sur un navire américain et à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais au dernier moment, le commandant décide de ne pas tirer. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Le commandant du sous-marin soviétique décide de ne pas tirer sa torpille nucléaire. Imaginons ce qui aurait pu se passer s'il avait suivi la procédure. L'explosion aurait impacté tous les navires de la zone. En réaction, les États-Unis seraient passés en DEFCON 1. Les bombardiers patrouillant au pôle Nord auraient reçu l'ordre de larguer leurs bombes sur l'Union soviétique. Depuis le territoire des États-Unis, une centaine de missiles transcontinentaux se seraient élevés jusqu'à la stratosphère, puis auraient libéré leur tête nucléaire. L'Union soviétique aurait immédiatement riposté avec ses sous-marins lance-missiles. La Troisième Guerre mondiale aurait été une guerre thermonucléaire globale. La dernière. De l'espace, le globe se serait illuminé de multiples impacts. En 2 heures, des centaines de millions de personnes seraient mortes et la planète aurait été plongée dans un hiver nucléaire. Des nuages radioactifs couvriraient pour des siècles la Terre contaminée. La décision d'un seul homme qui aurait anéanti l'humanité.
Au matin du 28 octobre, l'humanité est toujours là. La veille, le président Kennedy a accepté la proposition soviétique. À 9h sur Radio Moscou, Khrouchtchev annonce le démantèlement des missiles présents à Cuba. Fidel Castro, abandonné par son allié, est furieux. Kennedy déclare publiquement que les États-Unis n'envahiront jamais Cuba. C'est une énorme concession. Il promet secrètement à Khrouchtchev qu'il retirera ses missiles de Turquie. Une décision considérée comme une faiblesse par une partie de son état-major. Les deux dirigeants, chacun soumis à la pression militariste de leur entourage, ont su garder leur sang-froid et leur bon sens. Tout au long de la crise, ils n'ont cessé de communiquer entre eux. La crise des missiles de Cuba est le seul moment dans notre histoire où le stade DEFCON 2 a été atteint. Le 20 novembre, les forces terrestres américaines repassent à DEFCON 4. La défense aérienne ne repassera au niveau 3 qu'en 1965. Cette crise a rappelé au monde la réalité en le plongeant au bord d'une guerre totale. Dès août 1963, une liaison permanente entre le Kremlin et la Maison-Blanche est installée. C'est le téléphone rouge. En mai 72, les accords SALT I limitent les armements stratégiques nucléaires. Les deux superpuissances s'engagent à restreindre le nombre d'armes atomiques. Aujourd'hui, il existe encore plus de 15 000 armes nucléaires. En 2016, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et Israël ont voté contre une résolution de l'ONU visant à faire avancer les négociations sur le désarmement nucléaire. Néanmoins, 123 États ont voté pour, ce qui fera de 2017 l'année de la négociation. Mais ceci est une autre histoire. Tout est histoire de communication. Tant chez le président américain que chez son homologue soviétique, la crédibilité, la réputation et le prestige semblent avoir été au cœur de leurs décisions au même titre que la raison d'État. Une fois arrivé à un certain stade, aucun des deux ne pouvait reculer sans perdre la face auprès de son peuple et de sa classe politique. Khrouchtchev devait montrer à Castro et donc à tous les autres dirigeants qu'il était fort et qu'il pouvait les protéger. Kennedy devait prouver qu'il était capable de faire reculer les soviétiques. Comment ne pas perdre la face ? Qui a le courage de baisser les armes en premier ? Qui décide de tirer ? Ces considérations personnelles impactaient pourtant des milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, avec la fin de l'Union soviétique en 1991 et la mort de Fidel Castro en 2016, ces tensions semblent s'être apaisées. Pourtant, la Fédération de Russie a récemment annoncé le développement d'un nouveau missile transcontinental d'une puissance inégalée, le Satan II, capable de raser une région complète. Le dicton dit que l'homme est un loup pour l'homme. Au cours de son histoire, il n'a eu de cesse d'inventer de nouvelles armes pour s'autodétruire. Mais il a également appris de ses erreurs et su faire marche arrière quand il le fallait, comme lors de la crise de Cuba. Car si en 1962, l'humanité a été suffisamment folle pour aller jusqu'au bord du gouffre, elle a été suffisamment intelligente pour s'en sortir. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.